deuxième point que j'aimerais faire aussi, c'est que vous l'avez peut-être remarqué aussi avec la présentation d'Alain Carpentier cet après-midi, ou la présentation de Phil, c'est que le software devient de plus en plus important chez HPE. On a parlé d'Aruba Central, vous connaissez tous, vous utilisez tous OneView. L'intelligence artificielle maintenant aussi joue un rôle dans le data center. Vous savez qu'au travers de l'acquisition de Nimble, on a acquis un software qui s'appelle InfoSight, qui fait de la maintenance prédictive et qui utilise les données émises par les baies installées chez nos clients pour nous permettre d'intervenir de manière proactive sur les équipements, mais qui aussi permet de résoudre des problèmes de performance éventuels. Et si Nimble avait, à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, les scores de satisfaction les plus hauts dans le domaine du stockage, c'était notamment grâce à InfoSight. Et puis l'annonce qui a été faite par Phil aussi, qui a été faite la semaine dernière au sujet des HPE Containers, qui est une annonce très très importante. On va justement essayer de bridger ce monde des applications cloud native avec les applications legacy, avec une architecture qui est aussi orientée Kubernetes, qui est une annonce, comme je le dis, importante, stratégique, et qui va évoluer au fil des années. Et puis le troisième axe important, la troisième chose à retenir, c'est que nous voulons évoluer vers une offre as a service. Nous sommes engagés pour, comme Antonio l'a dit dans l'introduction, pour avoir toute notre offre de produits disponible sur un mode as a service à l'horizon 2022. 2022, c'est demain. Alors, ça ne veut pas dire cette offre sera exclusivement disponible sur un mode as a service, mais vous pourrez, si vous le désirez en tout cas, donc avoir une autre manière de consommer cette infrastructure. Voilà pour moi pour les messages importants, en tout cas au niveau de la stratégie d'HPE, qui est pour moi claire et différenciée en tout cas sur le marché. Alors, c'est toujours bien de parler de ce qu'on fait, mais il y a quelque chose qui est important, c'est d'écouter aussi ce que nos clients, on va dire, la vision de nos clients sur le marché, voir si elle résonne également avec les messages qu'on a passés. Et je suis ravi d'avoir deux invités à mes côtés ce soir pour partager leur expérience, leur vision du marché. J'aimerais d'ailleurs inviter sur scène Philippe Cerceau. Philippe Cerceau, vous connaissez probablement comme président du CRIP. Philippe. Bienvenue. Mon deuxième invité est Stéphane Requena, qui est le directeur de la recherche et de l'innovation chez Gency. Stéphane. Je vous en prie, asseyez-vous. Alors Philippe, vous êtes président du CRIP, vous êtes aussi le directeur général adjoint de Cagib, qui est l'entité d'infrastructure du Crédit Agricole. Je crois que c'est à peu près 20 ans que vous êtes au Crédit Agricole. Ma foi, oui. Ma foi, oui. Là, le temps passe vite. Et donc, au Crédit Agricole, vous avez mené toute une série de projets de transformation dans le domaine de l'infrastructure, de la production en général. Mais dont j'aimerais parler avec vous ce soir, c'est plutôt le CRIP. Alors, peut-être vous pourriez nous en dire quelques mots. Le CRIP aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie? Alors, le CRIP, c'est le club des responsables d'infrastructure et de production. C'est une association de loi de 1901 qui a 11 ans maintenant. Et dont le but, c'est de permettre aux responsables d'infrastructure, aux CTO, d'être meilleurs dans leur métier et de promouvoir le métier de CTO sur la place. Donc aujourd'hui, le CRIP, c'est un peu plus de 400 entreprises adhérentes et ça représente une communauté dans les groupes de travail, les différents événements pour produire les livres blancs, etc. Pardon, une communauté d'un peu plus de 10 000 membres maintenant. Qui interviennent. Donc c'est une belle aventure depuis 11 ans maintenant. Super. Et je crois que la semaine dernière, vous aviez la soirée annuelle du CRIP. Oui. Et lors de cette soirée, vous remettez aussi les trophées du CTO, différentes catégories. Et il y a une catégorie, la catégorie coup de cœur. Voilà. Alors, le coup de cœur de cette année-ci du CRIP, quel était-il? Alors, le coup de cœur, c'était pour Canal+. Parce qu'on trouve que c'était un projet assez emblématique. Alors l'année dernière, le projet n'était pas tout à fait abouti, mais cette année, on en a bien vu les résultats. Et ce qui nous a marqué dans ce projet, c'était la proximité de la transformation IT digitale qu'ils ont menée
avec le business. Et plus que l'IT, c'était même l'infrastructure qui était au cœur du business, parce que tout le monde a vu l'évolution de MyCanal, et donc de ce pivot qui est en train de faire Canal+, en passant d'un mode de broadcast assez classique à un mode de digital à la demande. Donc c'était une belle expérience interne, une vraie transformation interne de l'entreprise, et avec l'infrastructure au cœur du business, on trouvait que c'était un beau symbole. C'est la proximité de l'infrastructure avec le business, tout à fait, qui a fait la différence. Voilà, très très beau prix, très très beau projet, effectivement. Bon, Stéphane, on va peut-être passer à vous. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes dans le domaine du HPC. Ouais, un peu plus presque, depuis 93. Depuis 93, voilà, un peu plus de 20 ans. Vous êtes un passionné de technologie, de sciences. Également, vous avez démarré votre carrière, vous étiez développeur d'applications HPC dans le centre de calcul IDRIS du CNRS, Ouais, la boucle. que vous venez d'équiper aujourd'hui avec le supercalculateur Jean Zé. Effectivement, donc la boucle est bouclée. Alors, je rajouterais que vous êtes originaire de Pau, vous êtes comme beaucoup de personnes de la région de Pau, vous êtes un passionné de rugby. Exactement. Et de running, tel qu'Alain Melon d'ailleurs. Peut-être que vous pourriez faire un petit marathon avec Alain, attention. Alors GENSI, qui est le grand équipement national du calcul intensif. Est-ce que vous me parlez un peu plus de la mission de GENSI? Alors c'est assez simple, on est une agence qui a été créée en 2007 par le ministère de la Recherche, le CEA, le CNRS, les 74 universités et INRIA. Et notre rôle est simple, c'est de mettre à disposition des chercheurs français, académiques ou industriels, start-up ou grands groupes, des supercalculateurs, des gros ordinateurs pour accélérer leur recherche et développer leur innovation. Donc on a 3 centres de calcul en France, 3 centres nationaux, celui du CEA qui se trouve à Briey-le-Châtel au sud de Paris, celui du CNRS qui s'appelle l'IDRIS où la machine Jean Zé est installée, vous avez un petit bout dans le floor room, et celui du CINES, de l'université, le CINES qui se trouve à Montpellier. Donc on achète des machines, on les fait opérer par les centres de calcul, et après on distribue les heures de calcul. Donc ces heures de calcul, on les distribue par le biais d'appels à projets, sur le critère de l'excellence scientifique. Et donc les chercheurs, donc on a 600 projets par an à peu près, et l'accès à nos ressources de calcul est gratuit, voilà, sous réserve de publication des résultats. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et après on est impliqué, puisque bon, on en parlera après, il y a une compétition un peu internationale, hein, le HPC c'est un outil stratégique. On est aussi impliqué dans un super GENSI européen qui s'appelle PRACE, et qui lui met à disposition des moyens de calcul compétitifs par rapport aux États-Unis ou à la Chine, par exemple. On parlera effectivement un petit peu par après. Alors, vous n'avez pas reçu le prix du CRIP. Par contre, vous avez reçu le prix qui s'appelle HPC Wire. C'est un prix assez prestigieux qui récompense la meilleure utilisation du HPC dans le domaine des sciences de la vie. Je crois que c'était la semaine dernière, si mes renseignements sont exacts. Ouais. Donc en fait, ce n'est pas nous qui l'avons reçu. On a déjà reçu des prix dans le passé pour la technologie ou nos machines, mais ce qu'on préfère le plus, c'est quand ce sont nos chercheurs qui reçoivent des prix. Et là, il se trouve que c'est un chercheur du CEA qui s'appelle Luc Berger, qui travaille sur l'utilisation de lasers intenses. Donc des lasers intenses, c'est quelques térahertz pendant quelques femtosecondes pour pouvoir traiter le cancer du sein. Donc une nouvelle méthodologie de traitement du cancer du sein, donc un sujet hautement sociétal. Et donc pour ça, il a validé effectivement l'instrument numériquement en faisant notamment des simulations laser-matière sur des supercalculateurs, donc sur notre machine Curie. Et donc il a reçu 21 millions d'heures de calcul il y a 2 ans de ça pour faire sa recherche. Combien ? 21 millions d'heures de calcul, donc c'est une grosse allocation pour faire sa recherche, donc il y a 2 ans de ça, et ça a donné lieu donc à beaucoup de publications et à ce prix. Donc c'est ce qui nous fait vraiment le plus plaisir. Bon, avoir des prix pour nos machines, on est content, mais avoir des prix pour les résultats qu'on fait sur nos machines, c'est encore plus important. Oui, je crois que c'est tout à fait aussi dans le... D'abord, bravo. C'est bravo pour ce prix, bravo aux chercheurs. On a beaucoup parlé cet après-midi avec Dr Go, que vous connaissez d'ailleurs, cet après-midi justement des utilisations de la technologie pour faire avancer notamment la science. Et donc je crois que c'est un parfait exemple français. Ah oui, donc vraiment super. Alors bon, justement, cet exemple, je crois qu'il représente bien ce que la donnée permet de faire de plus en plus. Donc la donnée permet d'accélérer la recherche, accélérer le progrès. On est dans l'ère de la data, dans l'ère de la donnée. Comme on dit souvent, on était... il y a quelques semaines d'ici, une conférence avec le leadership européen, avec le leadership mondial et Antonio aux États-Unis. Ils avaient effectivement invité une analyse de Morgan Stanley qui disait qu'on était donc dans l'ère de la donnée et qu'il fallait s'attendre dans les 10 prochaines années, en tout cas, une augmentation de productivité auquel on n'avait jamais assisté jusqu'à présent. Et il était effectivement très, très, très optimiste sur le secteur de la technologie en général, et donc sur l'impact que le secteur aurait sur la société. On parle beaucoup de l'IA,
aussi de nos jours. Moi, j'ai vu, j'étais très très positif en tout cas sur le plan Villani, le plan AI for Humanity, qui a pour moi déjà la qualité d'être un des premiers plans qui a été de ce genre au niveau européen. C'est un investissement quand même conséquent, 1,5 milliard, je crois, sur 5 ans. Il a été ensuite, je ne vais pas dire copié, mais en tout cas, il a fait des émules au sein d'autres pays européens. Je crois que quelque part, c'est important également. Et c'est un plan que j'aime parce que c'est un plan qui n'est pas resté à l'état de plan. C'est un plan qui est en train d'être mis en place là pour l'instant, dans lequel on est en train de prendre des différentes actions. Des instituts, les 3 IA, des instituts interdisciplinaires pour l'intelligence artificielle ont été mis en place. HPE d'ailleurs co-fund certaines chaires, 2 pour être exact. Et une des parties du plan, c'était de mettre aussi, parce qu'on dit toujours, finalement, pour l'intelligence artificielle, il faut des algorithmes, il faut des data, et il faut une puissance de calcul. Et donc un des enjeux de ce plan, c'était de mettre une puissance de calcul à la disposition des chercheurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Stéphane? Oui, donc c'est une belle histoire. En fait, donc, quand le président de la République a annoncé le plan AI for Humanity, donc c'était en mars 2018, à l'issue du rapport Villani, quelques jours après, le ministère de la Recherche nous a commandé une machine pour la recherche française en IA. Il se trouve qu'on était en train de faire un appel d'offres, on fait des appels d'offres tous les 18 mois à peu près, ou des extensions de nos machines tous les 18 mois. Il se trouve qu'on était en train de traiter le dossier Idriss. Et donc, on a pu assez facilement on a étendu un peu le périmètre de l'appel d'offres pour intégrer le besoin IA. Et en discutant avec les chercheurs de l'IA, parce qu'autrefois, c'était des communautés qui ne se causaient pas trop, les gens de la simulation numérique et les gens de l'IA. Et donc, en discutant avec eux, on s'est dit, mais c'est dommage d'avoir 2 machines dissociées. Et donc, on est venu sur une machine qui faisait les deux, donc HPC et IA, donc une machine qu'on appelle convergée. Et donc, cette machine a donné lieu, on a terminé l'appel d'offres, ça a donné lieu au choix de la société HPE, et on est très heureux de ce choix-là. Et donc cette machine, donc Jean Zé, qui porte le nom du fondateur du CNRS, qui fête aujourd'hui ses 80 ans, est installée donc à l'Idriss, sur le plateau de Saclay. C'est une machine qui dispose de plus de 60 000 cœurs Intel, actuellement 1300 GPU NVIDIA et 30 pétas de stockage. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est une machine qui est là pour vraiment traiter et ingurgiter de la donnée à haut débit avec des GPU, avec du HPC et de l'IA. Et son rôle est simple, elle est de faire passer à l'échelle, de rendre compétitifs nos chercheurs qui n'avaient pas les moyens de calcul nécessaires pour faire passer à l'échelle leur modèle IA, mais aussi pour les gens qui font de la simulation, d'utiliser l'IA. Parce qu'on a énormément de besoins en simulation numérique d'IA, parce qu'on génère beaucoup de données. Donc c'est un peu ça le challenge, avoir ces 2 communautés qui se rapprochent, et le HPC pour l'IA et l'IA pour l'HPC. Voilà, c'est une sorte de première européenne aussi, je crois. Et c'est effectivement, tu as raison, c'est une première européenne, puisqu'à cette échelle, on parle souvent des machines, des GAFA ou autres, certes, c'est vrai, mais à cette échèle, 14 pétaflops, donc 14 millions de milliards d'opérations par seconde, tous les GPU, tous les CPU, c'est la machine la plus puissante en Europe à usage convergé, donc il fait à la fois du HPC et de l'IA. Donc on en est très fiers, c'est une machine qui va continuer à évoluer en 2020, et on espère que vous serez avec nous à nos côtés, comme vous l'avez été jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment une machine qui est là pour ouvrir la voie, en tout cas. On parle de pétaflop, on parle vraiment d'une l'impression qu'il y a une espèce de course, en tout cas, plus de performance. On parle d'exascale beaucoup. Où en est-on finalement dans cette course? Alors l'exascale, c'est le nouvel projet Apollo, on va dire. Donc c'est une course entre notamment les États-Unis et la Chine, mais c'est faire des machines qui sont, on va dire, 50 fois plus puissantes que Jean Zé. Donc des machines qui vont faire 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde. Bon, c'est un peu abstrait, mais ça permet de faire des simulations, des choses qu'on n'est pas capable de faire actuellement. Donc faire de la simulation de l'évolution du climat à très haute résolution, faire de la simulation d'un avion complet pour modéliser sa performance aérodynamique, faire de la médecine personnalisée, des choses qu'on ne sait pas faire maintenant, ou faire des très gros modèles en IA, ou faire les deux en même temps. Et donc c'est les projets Exascale, donc il y a beaucoup d'annonces qui sont faites au niveau américain, au niveau chinois, et il est clair qu'au niveau français, notre avenir ne peut être qu'européen. Donc pour ceux qui doutent que l'avenir de la France, il n'est pas européen, on est dans un domaine où, quand on investit, là c'est l'investissement de plusieurs milliards d'euros, de dollars. Ce n'est pas à l'échelle d'un pays, c'est à l'échelle d'un continent. Et donc il y a une initiative qui s'est mise en place il y a 18 mois, qui s'appelle EuroHPC. Ouais. Et donc cette initiative, elle rassemble 26 pays et la Commission européenne pour mettre ensemble à la fois le financement et l'expertise pour acquérir des machines Exascale, donc ces fameuses de Formule 1, à horizon 2022-2023. Donc il y a des steps intermédiaires, mais nous, côté français, on espère lever la main pour héberger une machine à horizon 2022-2023, donc en France, une machine Exascale. Et cette machine, elle servira à la fois le monde du HPC et le monde de l'IA. Voilà. C'est un peu notre Saint Graal à court terme, avant le Zetascale, Yotascale, tout ce qui viendra après, quoi. Alors ça va peut-être aussi en surprendre certains, mais moi je suis ravi que Thierry Breton ait été nommé à la Commission européenne. Oui. C'est quelqu'un qui comprend la technologie.
c'est des Français. Je crois qu'il y a une vision aussi pour le secteur de la technologie en général. Donc, dans le cadre de l'IA au niveau européen, je crois que c'est effectivement une très bonne nouvelle. Philippe, alors maintenant, si on parle de la donnée et de l'intelligence artificielle, plutôt dans le monde de l'entreprise, peut-être, quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voyez chez vos membres? Alors, moi, je séparerais aujourd'hui les deux choses parce qu'on est sur deux niveaux de maturité un petit peu différents. La donnée est réellement aujourd'hui une réalité avec, je dirais, trois grands domaines d'utilisation. D'un côté, peut-être un peu plus dans l'industrie, une problématique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais liée au edge, liée à la maintenance prédictive, etc. On a déjà démarré depuis quelques années, nombreux mois ou petites années, des sujets d'analyse de la donnée de façon un peu asynchrone. C'est-à-dire qu'on commence à charger ce qui est existant, et puis on mouline ça, et puis on regarde pour prendre des décisions. C'est un peu l'évolution de ce qu'on appelait il y a quelques années les infocentres, mais avec des technologies, des volumes un peu différents. Et ce qu'on voit de plus en plus maintenant arriver, c'est quelque chose qui arrive dans la ligne transactionnelle des entreprises. Ça fait partie de ce que vous faites sur les différents sites internet, etc. Et principalement dans nombre de cas, et dans beaucoup de sociétés commerciales, arriver à décorréler le legacy des nouvelles applications. Donc il y a des espèces de layers de données on reprend les données du legacy et on les met sur les applications. Et là, on est vraiment dans des ratios extrêmement différents en termes de croissance. Quand on regarde la croissance organique des données du legacy, et bon an, mal an, entre 10 et 20% selon les entreprises. Quand on regarde ce type de plateforme qu'on est en train de mettre en place, on est sur des croissances en termes de volumétrie de 400 à 800% par an. Ouais, donc, voilà. Ouais. Alors on ne parle pas des mêmes volumétries, parce qu'on part plus petit, mais très clairement, on parle pas de la même chose. Pour ce qui concerne l'IA, alors là, on n'a pas fait de stats dernièrement sur l'ensemble de nos membres, mais de ce que je peux voir dans certaines entreprises avec lesquelles on travaille, on est plutôt sur quelques expérimentations ou quelques cas d'usage. Et puis alors l'IA, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est un peu d'intelligence augmentée. C'est-à-dire qu'on va fortement automatiser quelque chose que l'on fait assez régulièrement. Et là, ça prend dans la grande mouvance du buzz IA, ça prend plusieurs moutures. Alors ça n'a rien à voir avec de l'IA, mais du robot process automateur pour automatiser du back-office, mais ça c'est assez classique. Ce qu'on commence à voir quand même malgré tout, c'est des choses un petit peu plus intelligentes. Alors dans le domaine bancaire, je pense plutôt au KYC, qui maintenant se fait de façon assez automatisée. Et on a j'ai vu quelques expérimentations qui là vont un petit peu plus loin, qui sont pour traiter le ressenti ou le sentiment du client quand on l'a soit au bout du fil, soit par mail. Donc ce n'est pas que du traitement d'entrée de mail, c'est l'analyse automatique de la syntaxe et de la manière dont les mails sont tournés, côté émotionnel un petit peu. Ou la conversation téléphonique. Et en fait, dès les premières phases, alors c'est pas quand on va vous taper 1, 2, 3, parce qu'on ne peut pas trop analyser ce qui se passe, mais quand vous dites les choses, en fait, à ce moment-là, il peut y avoir ce type d'analyse, ce qui fait qu'il y a quelques expérimentations. Quand vous arrivez sur le conseiller, il a déjà quelques renseignements pour savoir s'il va se faire incendier ou s'il va pouvoir traiter les choses un peu différemment. Intéressant. Donc l'intelligence, donc si je comprends bien, donc on va trouver une émergence du traitement de la donnée, en tout cas, de nouveaux usages, et l'intelligence artificielle est plutôt à un stade, contrairement à la recherche, plutôt, voilà, on démarre finalement. Très clairement. L'intelligence augmentée, comme vous l'avez bien dit. Alors, nous, une des choses auxquelles on croit très fort, c'est l'intelligence artificielle aussi dans le data center, notamment pour la maintenance prédictive. Qu'est-ce que ça évoque pour vous et chez vos membres? J'aurais tendance à dire qu'on est à peu près dans le même niveau de maturité. C'est-à-dire qu'on a démarré chez nombre de nos membres maintenant du stockage massif de logs sur des plateformes dédiées. On a depuis quelques années déjà bien travaillé sur de l'automatisation d'existants. Ce qu'on voit arriver avec les nouvelles plateformes, quand on met en place des plateformes natives, c'est de l'automatisation by design et du stockage de logs massifs by design. Et on va attaquer, on pense aussi que c'est un domaine très prometteur, mais on est aujourd'hui
chez beaucoup de nos membres dans des phases exploratoires qui sont, maintenant qu'on a les données, on va travailler sur quelques scénarios et puis on va le mettre en place progressivement. Mais je pense qu'on a encore 2-3 grosses années de travail avant d'avoir quelque chose. Des résultats qui tiennent la route, qui puissent commencer à se généraliser. Donc un peu le même principe, hein, stockage de logs, maintenant ça se fait de façon assez systématique. L'automatisation qui va avec sur les plateformes natives, c'est by design, et on est plutôt sur des seconds niveaux d'automatisation sur le legacy, et on attaque la partie analyse de tout ça maintenant. Alors, peut-être pour avancer un peu la conversation, donc, tout ce qui est as a service, bien sûr, le cloud, cloud public. Une étude IDC faite en février auprès de 150 DSI en France constate, en tout cas chez ces 150 DSI, un ralentissement de l'adoption du cloud public au profit de l'adoption d'un cloud plus hybride. Finalement, avec aussi, même chez certains, un retour en force du cloud privé. Philippe, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez? Alors après, ça dépend de ce qu'on appelle ralentissement, est-ce qu'on regarde la dérivée seconde ou... Mais non, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu quelques choix assez radicaux, soit liés à la taille de l'entreprise, qui pour mener un certain nombre de projets n'avait pas les moyens de faire le ticket d'entrée, et donc naturellement le SaaS était la bonne solution, et donc certaines adoptions massives. Un certain nombre de grands comptes, plutôt dans l'industrie, avaient fait des choix assez drastiques, courageux, de prendre des pans entiers pour aller vers du cloud public. Donc je pense que ça a fait un gros boost d'entrée. Et aujourd'hui, effectivement, quand on part d'une courbe assez basse dans les entreprises, l'accélération est forte. Je ne sais pas si je parlerai de ralentissement, mais en revanche, c'est très clair qu'on voit un mouvement de fond, où même les grands comptes qui étaient assez réfractaires jusqu'à présent prennent en compte le cloud public comme une solution. En revanche, ils le font en connaissance de cause, en ayant vraiment réfléchi à ce qu'ils voulaient faire. Ils y vont en sachant vraiment ce qu'ils veulent faire. Plutôt qu'une politique de cloud, souvent d'ailleurs c'est une politique de protection de la donnée, ce qui va avec je sais ce que je veux faire et comment le faire. Et donc de fait, effectivement, on n'est pas sur des mouvements massifs, sauf cas exceptionnels, de portage du legacy vers le cloud, parce que dans ce cas-là, effectivement, je pense qu'il y a d'autres raisons derrière, mais vraiment d'aller chercher de la valeur ajoutée. Alors, ça peut être de l'augmentation de capacité de calcul, ça peut être des applications, un mode plateforme, parce qu'on voit bien que derrière, il y a une puissance qu'on n'aura jamais en interne, et donc avec une vraie problématique qui est maintenant de gérer un SI qui va être à cheval sur le public et à cheval à la maison, que ce soit sur des applications natives en cloud privé ou que ce soit sur du legacy. Et donc la vraie problématique maintenant, je pense que d'une direction IT, et principalement d'une direction de production, c'est vraiment se positionner en broker de services et derrière de dire, mais de toute façon pour nous, le cloud public ou le cloud natif, qui soit à la maison et donc, ou à l'extérieur, n'est pas une problématique dans l'absolu. Les seuls qui peuvent vous assurer la sécurité de bout en bout, la supervision de bout en bout et la gestion de votre production de bout en bout des applications legacy jusqu'au cloud, c'est l'IT. Et donc c'est un peu un changement de posture à avoir et donc un vrai saut en maturité sur le sujet de la part des DSI. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je crois que le cloud fait partie du landscape, comme on dit, du paysage aujourd'hui. Ce que je constate, c'est que tout ce qui était facile, comme vous l'avez bien dit d'ailleurs, tout ce qui était facile à migrer éventuellement l'a été fait. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, la plupart de nos clients, c'est des clients, bien sûr, des entreprises qui ont une certaine histoire, un legacy, plus de maturité également, et donc il faut un certain return sur investissement lorsque vous décidez de migrer une application. Donc il faut un plus pour les métiers. Tout à l'heure, on en parlait, Stéphane, c'est que finalement cet aspect as a service, le cloud dans le monde HPC, ça existe depuis longtemps. Oui, sans être provocateur, mais le cloud, on en fait depuis 30 ans. Alors, c'est pas de HPC as a service, nos centres de calcul délivrent depuis 30 ans des accès distants à des supercalculateurs. Alors, effectivement, ce qui manque, c'est peut-être une petite couche de convivialité avec des portails un peu sexy, on est en train de le faire, qui manque un peu l'abstraction, cette couche d'abstraction qui n'est pas là. Il manque aussi un accès un peu plus permanent et à la volée flexible aux supercalculateurs, mais on le fait pour l'IA.
Mais on a déjà tous les ingrédients, et on a des machines souveraines, on a des machines interconnectées par le réseau haut débit, on a des machines qui ont des caractéristiques qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans d'autres cloud providers. Donc oui, on est en train de regarder pour étendre le périmètre à, pourquoi pas, des acteurs type OVH pour avoir une offre très complète et souveraine, mais c'est déjà des services que, en partie, tout en partie, on rend depuis la création des centres de calcul en France. Donc c'est pas forcément nouveau pour nous. Alors, le cloud HPC et le cloud recherche, ça a des contraintes qui sont un peu différentes du cloud entreprise, il faut faire attention. Mais bon an mal an, on vient dans les mêmes thèmes maintenant, avec les contraintes de containerisation, toutes les contraintes dont Philippe a parlé. Mais je pense qu'aussi, ce qu'on voit aussi dans le ralentissement du cloud public, c'est quand même aussi une mesure qu'a pris l'administration Trump, qui s'appelle le Cloud Act. Et ça, mine de rien, pour les grandes entreprises, le fait que les compagnies américaines puissent avoir un droit de regard sur les données de leurs hébergés, ça fait un peu reculer certaines entreprises françaises, heureusement, entre guillemets. Et donc, on peut imaginer que dans certains cas, c'est un peu lié aussi à ça. Donc, on préfère plutôt avoir un cloud privé, avec toutes les garanties qu'on a, qu'aller chercher chez Amazon du cloud public. Alors justement, vous parlez des données. Gartner prédit qu'à un horizon de 2 ou 3 ans, 75% des données ne seront plus vraiment issues du data center. Ils viendront de ce qu'on appelle the edge. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le edge, aussi quelque chose dans le monde de l'HPC? Est-ce que c'est quelque chose qui existe, hein? Alors pour nous, c'est nouveau. En fait, on vient de finir notre plan stratégique, et notre plan stratégique, on doit se connecter avec des grands instruments scientifiques. Alors les grands instruments scientifiques, ça peut être des satellites, des télescopes, des séquenceurs, ça peut être votre téléphone portable un jour, parce qu'ils génèrent aussi beaucoup de données. Et donc du coup, on se rend compte que c'est que les réseaux de communication sont largement insuffisants par rapport au volume de données que génèrent ces outils-là. Donc il faut mettre de la puissance de calcul directement dans l'edge, et donc surtout supporter de bout en bout des workflows qui vont aller depuis l'edge jusqu'à la bande magnétique, donc jusqu'au data center, avec des contraintes de continuité de traitement, de qualité de traitement, de sécurité, de stack un peu hétérogène à supporter. Et donc c'est un des grands enjeux qu'on a effectivement à l'avenir. On a déjà des POC qui tournent, donc on a par exemple avec la ville de Rennes un petit système dans lequel l'opérateur Keolis embarque des capteurs sur les bus qui détectent la pollution, et tout ça via une infrastructure Edge, ça vient sur la machine Janzé d'ailleurs, à l'Idriss, se faire post-traiter et revenir vers la ville de Rennes qui peut éventuellement, en cas de grosse pic de pollution, prendre des décisions en mode urgent computing. Voilà, donc c'est un premier POC, mais on est en train de regarder avec des grands instruments, notamment qui s'appelle le SCA, le Square Kilometre Array, qui arrivera dans 5-6 ans et qui sera sûrement le plus gros instrument au monde. Ils vont avoir besoin d'une infrastructure layered comme ça, depuis l'edge jusqu'au centre de calcul, et donc on espère être un des acteurs de cette infrastructure. Super, c'est un très bel exemple. Philippe, de l'autre côté, le edge, dans le monde de l'industrie peut-être? Alors, réponse dans quelques mois, parce qu'on a lancé un groupe de travail autour de ce sujet pour le CRIP. Non, on voit effectivement plutôt dans le domaine de l'industrie des entreprises qui sont déjà sinon confrontés, du moins mettent en œuvre un certain nombre de sujets, notamment dans le cadre de la maintenance prédictive, avec des fois des volumes de données impressionnants. Je pense dans le domaine de l'aéronautique, où si on veut éviter que les avions soient cloués au sol et qu'on veut faire de la maintenance prédictive sur un réacteur, à la fin de chaque vol, il y a des données qui remontent, etc. On les traite en local, pas en local, etc. Des vraies problématiques dans les telcos, etc. Après, il y a des domaines, effectivement, où la problématique n'est pas encore arrivée, je pense au domaine de la finance, bien évidemment. Donc là, ça dépend vraiment du domaine économique, et puis donc, comme je vous dis, réponse dans quelques mois avec le livre blanc sûrement sur le sujet. Ok, très bien. Alors cet après-midi, on a aussi organisé un séminaire, des présentations sur tout ce qui est le développement durable aussi. Sur l'économie circulaire également. On sait qu'avec le réchauffement climatique, tout ce qui est la consommation énergétique est un sujet important. J'imagine, et je le sais, que dans le domaine du calcul, c'est aussi un centre, non seulement c'est important, mais c'est un centre de coûts les plus importants que vous avez. Pour nous, c'est simplement, c'est en train de devenir le poste d'OPEX le plus important, la consommation énergétique. Donc, à titre d'exemple, une machine comme Janzé, elle consomme un peu plus d'1 mégawatt. À l'avenir, les machines vont consommer entre 20 et 30 mégawatts. Donc, 20 et 30 mégawatts, ça fait 20 à 30 millions d'euros par an de facture, actuellement, et ça va empirer. Donc c'est clairement, effectivement, si on ne fait pas les efforts supplémentaires pour réduire l'empreinte énergétique des machines, c'est un poste qui deviendra difficile à supporter pour nous. Donc on a plusieurs axes d'amélioration. Déjà, en amont avec les constructeurs informatiques, donc on fait la chasse au watt. Donc sur les cartes mères, on va retirer tout ce qui est inutile. Voilà, une barrette mémoire, c'est 7 watts. Tout ça, on regarde au watt près.
Après, derrière, ça va être sur les applications. Donc, on a un travail très important avec les chercheurs pour faire du profiling de performance énergétique de leurs applications, pour réduire l'empreinte des applications. Et après, à la fin, c'est sur le refroidissement. Donc, ça, c'est aussi un aspect très important. Ça fait déjà assez longtemps qu'on a laissé tomber le refroidissement par air. On est maintenant, et vous le verrez si vous allez voir la machine, hein, c'est un refroidissement direct par eau chaude. Donc une eau à 35 degrés qui ressort, qui va sur le processeur, qui se chauffe un peu, qui ressort après derrière. On regarde des technologies, on en a discuté sur l'huile, sur le fluide caloporteur, il y a plein de nouvelles technologies qui arrivent. Actuellement, les machines ont un PUE de 1,1, ce qui est déjà très bien. Mais c'est vrai que c'est un enjeu majeur. Et après, au bout de la chaîne, ce qu'on fait aussi, c'est que cette énergie fatale, on essaie de la réinjecter. À titre d'exemple, on travaille sur le plateau de Saclay, donc la machine Janzé pourrait effectivement chauffer une partie du plateau de Saclay. Donc on essaie de boucler la boucle, mais c'est clair que c'est un poste de coût très important. Et depuis 4 ans, c'est aussi quelque chose sur lequel on fait attention. Donc vous avez été challengé sur le Total Cost of Ownership, le TCO. Et dans notre calcul de TCO, il y a aussi un calcul sur l'efficacité énergétique. Bien sûr. Donc en fait, on va simuler une exécution d'une production pendant 5 ans. Et ce qu'on demande aux vendeurs, c'est de faire tourner le plus vite possible les codes de calcul tout en optimisant la consommation énergétique. Et ça, on est 2-3 en Europe à le faire. Et nous, on le fait depuis 4 ans. On en parlait aussi, Philippe, notamment au Crédit Agricole, vous êtes vraiment à la recherche de solutions innovantes pour réduire cette consommation énergétique. Oui, alors, oui, ça a été une préoccupation qu'on a lancée il y a quelques temps. Alors, c'est quelque chose qu'on avait de longue date. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est au Crédit Agricole, si on fait le total de la consommation électrique de nos data centres, on consomme quasiment autant qu'une ville de 80 à 100 000 personnes, rien que sur les data centres. Donc on a d'abord eu depuis plusieurs années un deal avec EDF pour être alimenté uniquement en électricité verte. On cherche à avoir un drive extrêmement fort sur du refroidissement classique sur nos data centres, hein, puisqu'aujourd'hui nos 2 meilleurs data centres sont avec un PUE d'1,4, 1,43, avec du refroidissement classique. Et puis depuis 1 an maintenant, alors c'est en production à toute petite échelle, on a fait du design de serveurs pour tremper les serveurs dans l'huile et faire du refroidissement à huile. Et effectivement, on est autour d'un 1, en dessous d'un 1 en PUE, donc on gagne 30% d'électricité, de consommation électrique. Énorme. Ce qui est énorme, ce qui paraît, on peut sauver une ville de 40 000 personnes, donc c'est pas mal. Donc voilà, maintenant c'est dans quelle mesure on passe à l'échelle, parce qu'il y a des contraintes, c'est pas pour n'importe quel type d'application, c'est effectivement pour plus du calcul ou des applications réellement natives, parce que ce qu'on met dedans, c'est quand même de l'infrastructure commodity, donc il faut que la résilience soit portée par l'application, donc on parle de nouveaux développements. Mais ce qu'on aimerait cette année, c'est commencer un passage à l'échelle et d'avoir une partie de notre salle, de nos salles, qui soit équipée comme ça, de façon à voir si vraiment après, on peut en faire une stratégie data center, parce qu'il y a 2 aspects, il y a la consommation électrique et la densification, hein, puisque la promesse, dans des cas comme ça, hormis les gros monolithes assez classiques de B-Disk et de mainframe, on est sur des densités de x10, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on diminue la consommation électrique et on densifie x10. Donc là, après, on parle d'une stratégie data center qui est complètement différente, surtout si vous avez vraiment des applications ou du calcul réparti qui est mis sur ces serveurs, ou dans ce cas-là, vous êtes sur du data center réparti, on ne parle plus de la même chose. Donc voilà, donc on a fait un proof of concept l'année dernière, plutôt concluant. On va essayer de faire un premier passage à une échelle un peu plus importante cette année. Et puis comme ça, on aura 2 ans de maturité derrière nous pour voir les problématiques, on en parlait tout à l'heure, de maintenance, hein, parce que ça ne se câble pas de la même manière, ça ne se maintient pas de la même manière. De temps en temps, on a des choses assez amusantes. Hein. Quand vous faites votre design de serveur, vous avez par exemple des pattes thermiques entre le processeur, etc. Alors, il s'avère qu'au bout de quelques mois, quand vous ne changez rien, que vous n'avez pas conçu le truc pareil, la pâte thermique, elle est liposoluble. Donc ça se passe moins bien. Moins bien. Voilà. Je propose qu'on arrête cet échange sur cette problématique très importante qui est la consommation énergétique. Je tiens vraiment à vous remercier, en tout cas, d'accepter de participer à ce débat. C'était super intéressant et j'aimerais qu'on les applaudisse. Merci beaucoup. Merci à vous.